Le Maroc, grand favori de la Coupe d'Afrique des Nations. Nouveau temps additionnel dans le Club des 5. Très content d'être avec vous les socios pour continuer les débats autour de cette CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Bien sûr avec l'entrée en lice cette fois-ci du demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022. Si vous ne le saviez pas, c'était écrit sur leur maillot. Une entrée de patron pour les Marocains. On va en parler aujourd'hui dans ce nouveau temps additionnel avec un beau plateau pour m'accompagner. Abdelkissi est là, Samy Mochtabi est là. Bonsoir. Hugo Capella est là. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Comment ça va les vainqueurs du jour? Bien, comme des vainqueurs. Serein. Oui, content, mais bon, ça reste une entrée en matière. Donc, oui, et puis surtout, c'est une mission. C'est une mission. Le Maroc est en mission. Il y a un objectif final. Personne s'en cache. Donc voilà, c'est le premier match. C'est ce qu'il fallait faire. Ni plus ni moins. C'est très bien. On va pas se plaindre. Et comment dire, le tableau est en ordre de marche. Ils font un peu les. Ça y est. Ils ont changé de dimension. Non, ça, franchement, je pensais qu'il y aurait plus. D'enflammade. Je pensais qu'on allait avoir plus de messages de Samy, par exemple, pendant le match, tu vois, sur le groupe WhatsApp. Et franchement, il a été plutôt modéré. Juste après les 3 buts. Oui, mais c'est remplacé par de l'arrogance. Franchement, je l'ai trouvé tranquille. La sérénité. Abdel, pareil. Voilà. Pas la sérénité. Mais tu sais, c'est ça aussi. Et je trouve qu'à l'approche de cette CAN, il y avait eu un peu de défiance, moi, je trouve, vis-à-vis du Maroc, de par la presse internationale ou autre, parce que oui, mais la CAN, c'est différent. Washington Post. Oui, mais il y a quand même une dynamique. Le Times avait fait non mais vraiment, il y a quand même, tu vois, il y a une dynamique, il y a un travail quand même au Maroc depuis 4-5 ans, parce qu'on parle de, c'est quand même global, hein, depuis 3-4 ans, le Maroc, ils ont tapé, je suis désolé, mais toutes les grandes nations africaines, vous pouvez regarder, hein, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, tous y sont passés, à part l'Égypte, c'est la seule nation que le Maroc a pas encore battue. Et sauf à la CAN aussi, donc du coup c'est tu bats aussi, non mais tu bats aussi, voilà, tu bats des nations majeures européennes, enfin voilà, il y a une dynamique, il y a voilà, je trouve. Tout ça pour me dire que. Je trouvais que voilà, on était un peu sous-coté. Oui, moi je l'avais. Sincèrement, dans les. Je l'avais dit. Je trouvais qu'on. Ils se sont fait un temps additionnel annexe. Non, mais c'est mon avis. Voilà, et je trouve ça bien de remettre les choses à leur place, de montrer que le Maroc sera présent et qu'il n'y a pas d'Afrique subsaharienne, terrain, machin. Le Maroc peut s'imposer avec la manière, n'importe où. Ils l'ont montré face à la Tanzanie. Très bien, voilà, c'est la fin du temps additionnel. Tu m'as régalé, Samir. Mais Walid Regragui a dit qu'avant d'être champion du monde, il faut être champion, il faut être roi d'Afrique. Les 3 du monde. Exactement. Donc, il faut la prendre, hein, ça date de 1976. Donc je ne sais pas s'ils le seront, mais c'est une entrée de roi que nous a proposé le Maroc face à la Tanzanie. On va en parler bien sûr avec vous. Une victoire 3-0 donc pour entrer en lice avec... Première mi-temps plutôt bien gérée, l'ouverture du score de Romain Saïs après un coup franc repoussé de Ziyech. Le Maroc qui a maîtrisé, tout en nous rappelant un petit peu les dernières très belles sorties, notamment celle de la Coupe du Monde au niveau de la maîtrise. Et puis en mode patron, le Maroc qui en deuxième mi-temps a accéléré avec un très très grand Ounahi, un En-Nesyri qui a trouvé la faille. On est Abdel sur une entrée vraiment même si on vient de vanner un petit peu Samy là-dessus, mais effectivement d'un Maroc assez serein pour sa première rencontre. On sait que ça peut toujours, et on l'a vu avec d'autres équipes depuis le début de cette compétition, être un piège ce premier match. C'est souvent le match où tu vas te prendre un peu les pieds dans le tapis, un petit nul, un truc comme ça. Le Maroc, pour le coup, a envoyé un premier beau message. Oui, bien sûr, parce que si tu compares aux autres gros cylindrés du continent et même à des outsiders un peu qui avaient un statut assez important, c'est vrai que l'entrée en matière, notamment en Coupe d'Afrique, elle n'est pas toujours évidente. Maintenant, voilà, parce que moi, je reste quand même assez exigeant et on l'a dit, vu que tu as une fédération qui travaille très très bien, une équipe qui travaille bien, tu es obligé de monter le curseur par rapport à ça. Donc, effectivement, moi, j'avais dit que, notamment le momentum sur la deuxième mi-temps, entre le début de la deuxième mi-temps et juste avant le carton rouge, tu avais un petit peu moins de maîtrise. Mais ça, si vraiment on veut pinailler, si vraiment on veut parler de progression constante de cette équipe pour le reste de la compétition, mais sinon, pour revenir à ce que tu disais, franchement, sur ce match-là, le Maroc n'a quasiment pas été inquiété. Même je trouve que dans la gestion des émotions, tu vois, c'est ce qui faisait défaut un petit peu au Maroc les dernières années, c'est-à-dire quand il y a une petite secousse alors que tu es ultra favori ou tu es ultra dominateur, et ben cette petite secousse, elle peut vraiment te faire vaciller. Tandis que ce soir, ça n'a pas du tout été le cas. J'ai trouvé le match de la charnière centrale à Garde Saïs vraiment très rassurant. Et puis même, globalement, tu dégages quand même une impression de supériorité face à cette équipe de Tanzanie. Et si on compare, je l'ai dit, notamment le match d'ouverture de la Côte d'Ivoire ou celui du Sénégal, par exemple, des équipes qui sont érigées au rang de favorites, c'est vrai que tu concèdes beaucoup moins, voire quasiment rien, comparé à ces deux équipes-là. Donc l'entrée en matière, elle est réussie. C'est vrai que sur le match en lui-même, Samy, il y a eu une équipe qui
pas paru paniqué par l'événement, inquiète. On a senti rapidement que le Maroc voulait ouvrir le score, voulait mettre la pression sur la Tanzanie. Et entre guillemets, avec un peu d'expérience, savait que derrière, son heure viendrait pour punir. C'est quasiment le scénario parfait et surtout un scénario maîtrisé du coup. Oui, moi je trouve que c'est l'entrée parfaite. Alors oui, le Maroc aurait pu gagner plus largement. Bien sûr que oui, on peut venir me dire que la Tanzanie, c'était le match le plus déséquilibré, il me semble, en termes de classement FIFA de la compétition. C'est la pire nation africaine au classement FIFA et le Maroc est la meilleure. Et je le conçois, ça reste une équipe qui en septembre dernier faisait encore match nul face à l'Algérie à Annaba. C'est une équipe qui peut être un caillou qui peut poser des problèmes, qui peut être un caillou dans la chaussure, mais aujourd'hui, tu l'as très bien dit, je trouve aussi, c'est pas que, bon oui, le jeu a été maîtrisé, c'était quand même très solide, le collectif marocain on le connaît, tu as dit, ça nous a rappelé les sorties de balles, ça nous a rappelé des belles sorties de balles qu'on avait pu voir il y a presque un an et demi au Qatar, ça oui, il n'y a pas de souci. Mais moi ce qui m'a marqué c'est le côté la progression logique. On parle d'une équipe qui reste sur une CAN 2017, tu fais quart. Tu progresses. 2019, voilà, on sait ce qui s'est passé en 2019, on va pas le rappeler. C'est un coup dur, mais ça reste le même groupe, c'est la même ossature. L'élimination contre le Bénin, on le rappelle. Voilà, l'élimination, exactement. Ensuite, tu as une CAN où tu apprends, parce que la défaite contre l'Égypte en 2021, tu apprends. Je pense que c'est quelque chose qui a marqué le groupe. 2022, tu as la première consécration. On pensait que c'était la consécration, mais je pense que pour ma part, ce groupe est encore en train de mûrir. Et aujourd'hui, il nous a montré qu'il avait appris. Et j'ai vu une équipe pleine de confiance. Et c'est ça qui m'a plu. Tu l'as dit, dans les regards, dans la gestuelle. Il y a une aura, sincèrement. Je vais faire une petite comparaison parce que je suis aussi beaucoup l'équipe de France. Une aura, attention, toute proportion gardée. Évidemment. Je trouve que quand on voit ce qu'il y a sur le banc, l'effectif en question, tout ce qui est le staff autour, c'est quand même très carré, c'est très professionnel. Voilà, je trouve qu'il y a une aura autour de cette équipe du Maroc qui me fait penser à celle de l'équipe de France quand je les vois jouer. Je me dis. Alors, dans un contexte différent. Voilà, on a un tout petit peu dérivé de ma question initiale qui était, parce qu'on va en parler de tout ça, mais qui était de la prestation du jour. Sur vraiment parler de ce qu'on a vu sur le terrain et on aura peut-être avec un peu plus de recul et de neutralité Hugo qui va pouvoir nous donner son avis parce que il va être le trait d'union entre. Non mais t'as vu depuis tout à l'heure, j'essaye de les lancer sur le match. On parle de. T'as vu au début serein, au début d'aventure, j'essaye de les lancer que sur le début d'aventure, que sur le premier match. Qu'est-ce qu'on a vu bien, pas bien. Tout de suite, il y a une aura, on sent que tout de suite il se passe un truc de ouf. Hugo, ton ressenti après ce premier match du Maroc? C'est la sélection qui m'a fait la meilleure impression d'un point de vue collectif, d'un point de vue maîtrise. Non, d'un point de vue maîtrise, ça aurait pu être tout du match piège, match à 14h heure locale. Hamza le disait, le commentateur qu'on connaît bien ici, qui 17h, pardon, le match était à 18h. Il faisait 30 degrés, 80% d'humidité. Tu peux avoir les jambes lourdes, il y avait des pauses, il y a des pauses fraîcheur, etc. Ça aurait pu être. D'ailleurs, les 20-25 premières minutes sont pas incroyable dans l'intensité. La Tanzanie hyper regroupée derrière, c'est un peu compliqué. Ça s'observe pas mal, ouais. Ça s'observe pas mal. Mais après, à partir de la 30e minute, le Maroc avait la maîtrise, mais ça s'est concrétisé. Et les coups de pied arrêtés sont très importants. Et on l'a vu, Romain Saïs, le capitaine, qui montre la voie et qui permet au Maroc qui s'est débridé. Et d'ailleurs, Romain Saïs l'a dit, il fallait être patient, il fallait ne pas s'affoler. Et c'est venu ensuite, on en parlera, il y a la qualité de cet effectif, de cette équipe, avec du sang frais aussi, des nouveaux joueurs comme Eze Abdé que j'ai bien aimé aujourd'hui. Mais clairement, le Maroc a un rang, a un statut avec sa demi-finale de Coupe du Monde, était attendu. Et on sait très bien que les matchs de Cannes sont largement différents, que les matchs de Coupe du Monde se jouent sur des belles pelouses. Et les sélections maghrébines ont des joueurs très techniques. Elles sont belles les pelouses, pour le coup. En tout cas, le stade était. En temps normal, je pense. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu des pelouses aussi belles en Afrique. Depuis le début de la Cannes, franchement, les pelouses sont d'un bon niveau. Il n'y a pas de problème notable. Voilà, donc sur ça va, mais je veux dire, c'est des joueurs qui jouent tous dans les grands championnats européens, qui ont l'habitude de jouer sur des belles pelouses, etc. Ça peut toujours être compliqué face à un défi physique, mais ils ont bien pris ce match par le bon bout. Ils ne sont pas affolés, ils ont été patients, ils ont été récompensés aussi avec l'apport des joueurs qui sont rentrés. Je pense à Amin Adli, par exemple, qui a été très intéressant quand il est rentré. Et le Maroc a fait le boulot de bonne manière. C'est toujours important un départ réussi dans ce genre de compétition et on peut le voir d'ailleurs sur les dernières Coupes d'Afrique, le Maroc a pu avoir du mal. Abdel, on se souvient d'il y a 4 ans, d'il y a 6 ans, 4 ans,
la défaite contre 6 ans contre le Congo. On va y arriver au Gabon, effectivement, lors de la première journée. Il y avait eu cette victoire en 2019 contre la Namibie, où on se souvient, on avait débriefé le match ensemble. C'était compliqué, le match. Avait été assez compliqué. 2021, tu bats le Ghana, mais rappelons-nous que c'est un Ghana qui finira par ne pas sortir d'une poule avec les Comores et le Gabon. C'est un Ghana qui a des occasions aussi, hein. Si on s'en rappelle bien, il y a une parade de fou de Bounou. C'est pas dans serré. C'est Bounou qui joue, c'est pas son remplaçant. Non, c'est Bounou qui fait une parade de son remplaçant joue contre le Gabon, il me semble. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai, qui fait la connerie sur Lévina, tout à fait. Mais donc tout ça pour dire, Abdel, que quand on se remémore un petit peu ces matchs rapidement, ce qui manquait dans cette équipe, c'était de la sérénité, de la maturité. Cette maturité, pour le coup, on l'a vraiment vu cet après-midi. C'est peut-être depuis 2008 le départ le plus canon du Maroc dans une grande compétition africaine. Oui, parce internationale, mais c'est vrai qu'il y a une petite Coupe du Monde entre-temps. C'est intéressant que tu en parles, parce qu'après, oui, il faut rappeler que 2008, le premier match, tu joues contre la Namibie, tu gagnes 5-1, avec un triplé de Sofiane Aloudi, que tu as bien connu du côté du Raja. Et c'est vrai qu'à l'époque, déjà, le Maroc était sur une très bonne dynamique. Il venait de faire 2-2 au Stade de France contre l'équipe de France, etc. Et après, sur les cannes qui se sont enchaînées, c'est vrai que le début était toujours poussif, je te l'ai dit tout à l'heure. La moindre petite secousse, le match contre la RDC, par exemple, tu perds 1-0, mais sur l'ensemble du match, tu es vraiment dominateur. C'est sur un temps fort congolais où tu te fais tuer, et après, c'est bloc bas congolais et tu butes sur le gardien. Je crois qu'il y a même une dernière occasion une tête d'El Arabi qui, à bout portant, est sorti. Alors là, pour le coup, pour bien connaître les terrains, c'était catastrophique comparé à Gabon, c'était un peu compliqué, mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est de voir le changement. Donc déjà, sur le terrain, comment tu gères les émotions, comment tu abordes ce genre de rencontre, comment tu gères tes temps faibles aussi. Parce qu'on n'en a pas parlé, même si aujourd'hui, il n'y avait pas vraiment de temps faible, mais il y a des moments où, tu l'as dit tout à l'heure, le début de match, un petit peu poussif, même si tu es au-dessus. Je l'ai dit, le début de la seconde mi-temps, pareil. Mais voilà, encore une fois, le plus important, c'est pas ce qui se passe sur le terrain, c'est plus comment toi tu réagis. Et c'est vrai que comment toi tu réagis de fort belle manière. Et surtout, un dernier point, en dehors du terrain, tu en parlais, le discours du capitaine, le discours du coach, tu vois, c'est pas les mêmes. Il y a des formules qui sont un peu bateaux, tu vois. C'est les phrases d'après-match où tu sors un petit peu des poncifs parce que voilà, c'est pour faire l'exercice de com'. Mais aujourd'hui, j'ai senti qu'ils étaient habités par une envie de s'appliquer, une envie qui est guidée par le fait de se dire, ok les gars, là on est en concentration parce qu'on a un vrai objectif commun et tout le monde tire dans le même sens. Ce qui n'a pas toujours été le cas dans le vestiaire de la sélection marocaine, il faut le dire. Et puis même si je peux détailler un petit peu là-dessus, tu le sais mieux que moi, Samy, à une époque, par exemple les binationaux d'Hollande, les binationaux de France, les binationaux de Belgique, les locaux, etc., il y avait quelques petites frictions. Je dis pas que c'était ça qui était la cause des ça date, ça, par contre. Parce que là, on parle de choses. Franchement, depuis 2015-2017, bon, 2015, la CAN, on l'a raté, mais depuis 2017, c'est des problèmes qui n'existaient plus. Justement, j'en entendais un petit peu parler encore en 2019, rare. Où ça parlait de Ziyech, le clan, etc. Après, c'est vrai que pour aller un peu dans le sens d'Abdel, j'ai l'impression que cette espèce d'union sacrée, de la naissance vraiment d'un collectif, d'une équipe, pour moi, même s'il y avait eu des très bons résultats du Maroc, la qualif en 2018, etc. C'est ça. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est le Qatar quand même. Moi, je vous trouve un peu dur. Moi, je pense juste que c'est un groupe qui arrive à maturité, mais je suis pas d'accord. Je crois qu'il y a un changement quand même. Ouais, moi aussi. Moi, je pense que c'est ça le principe de la maturité, c'est que tu apprends des choses. Mais je veux dire, en tout cas, en termes de ressenti visuel, en 2019, on était soudés. En 2021, le Maroc était favori. Excuse-moi, il y avait aussi un groupe et une cohérence au niveau de l'entraîneur, du staff. Il y avait un groupe soudé. En 2018, pareil, il n'y a pas de souci majeur. Moi, après, c'est mon impression. Après, vous peut-être que ça existe que depuis 2 ans, mais moi, j'ai l'impression que ces problèmes-là, c'est vraiment des problèmes que vous déterminez. C'est des problèmes du passé. Il y avait l'affaire Ziyech, il y avait. Enfin, tu vois, il y avait. Puis même 2018, tu as l'affaire où tu as la déclat de Benatia après le match contre le Portugal où il vise directement un membre du staff. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas que c'était pas l'union sacrée. Et je dis qu'aujourd'hui, ce sentiment-là, il est encore plus exacerbé. Oui, en tout cas, ce sentiment-là, il est diffusé sur le terrain. Il y a une image qui est parlante, qui peut un peu regrouper ce que dit Abdel. C'est le but validé d'En Nesyri, alors qu'il sort et il est sur le banc. Et tout le monde vient
avec lui, etc. À le célébrer, il y a vraiment une sorte d'union sacrée. Ça se voit qu'il y a des sourires. Le coach était détendu aussi, etc. Donc, évidemment, c'était retombé un peu après le 3-0, le 2-0 validé, pardon. Mais voilà, tout ça joue au fait que c'est vrai que tu as l'impression que vraiment, tu as un groupe qui est en mission. Il y a tout pour faire, il y a le matos, ils ont fait une bonne préparation et tu sens que ils ont un objectif en commun et qu'ils tirent tous dans le même sens. Ouais. Ça après, se voit, je trouve, sur le terrain. Après aussi, c'est un groupe aussi qui a été prévenu. Hein. On l'a vu avec le début de cette CAN, il y a eu quand même pas mal de surprises. Je pense d'ailleurs les plus marquantes avec la Tunisie qui a perdu face à la Namibie le Cap-Vert aussi, j'ai bien aimé leur match sur son match d'entrée. C'est pas la même chose après. Le Cap-Vert, c'est pas la même équipe. Je veux dire, il y avait des choses à apprendre quand même de la part surtout de nos voisins maghrébins, parce que c'est l'Algérie et la Tunisie qui ont fait 2 contre-performances, enfin c'est les plus importantes avec l'Égypte aussi, pour le coup. Mais non, mais c'est réel et je pense que c'est des choses qui marquent aussi. Juste à tous les amis algériens et tunisiens, il prend beaucoup de plaisir. Non, pas du tout. Bon, vraiment pas. Mais après la question c'est juste que pas Pinocchio. Non, mais je te jure que non. Mais non, moi je suis pour déjà. Après Samy, pour te couper très rapidement, la question c'est si le Maroc avait joué ce match-là avant les équipes que tu as citées, donc dès le début de la compétition, pour moi, ça n'aurait pas vraiment changé. Non, bien sûr, mais chose, là, on est en train de trouver des arguments. Tu prêches un convaincu, il n'y a aucun souci. Je pense que depuis le début de la compétition, le Maroc était prêt. Mais je pense que ça a rajouté une petite dose de rappel. Voilà, exactement. Faites attention. Ça a reconcentré encore plus le groupe. Et aujourd'hui, pour moi, je vous trouve dur quand tu dis poussif de quoi? C'est juste après tu as affronté une façon de parler. Parce que tu n'as jamais été mis en danger. C'est-à-dire qu'il y a eu aucun, mais c'est quand même rare, des matchs au niveau pro. Il y a eu 2 tirs 0 cadrés, donc il y a rien eu. T'as aucun danger, t'as même pas de stress, même en tant que supporter, tu regardes le match, tu ne stresses à aucun moment, tu attendais juste le but marocain. Ce qu'il fallait gérer, c'était juste l'agressivité adverse, qui était quand même assez. C'était les bouchers tanzaniens. La barre a été mise assez haute, et même dans ça, à part Chibi, un petit moment qui a eu une mauvaise réaction, globalement, même ça, et ça qui aussi, c'est le seul qui a été un petit peu en dessous, même si c'est un joueur qui. J'ai bien aimé, moi. T'as bien aimé son match? Pour un poste qui n'est pas le sien. Voilà, parce que j'allais dire, c'est un appelé de dernière minute. Il n'a jamais été convoqué sur Regragui. Pas forcément. Oui, c'est pas un joueur qui était prévu là. Il y a les blessures déjà, c'est un latéral droit. Chibi, il dépannait à gauche. Il faut bien comprendre ça parce qu'à la base, c'est la doublure d'Hakimi. Les 2 latéraux gauche sont blessés. Atiallah était prévu. Il a eu un problème. Mazraoui, on sait, il sera là pour le 3e ou peut-être le 8e de finale. Donc malgré tout, pour un joueur qui dépannait, c'est plutôt il a bien géré la tâche pour après, ça se voyait que ça dépendait plus du côté droit parce que tu as plus d'affinité et de lien entre Hakimi et Ziyech qui jouent ensemble sur le côté droit. Alors qu'à gauche, tu avais 2 joueurs qui avaient jamais joué ensemble. Quand même parler de poussif, c'est peut-être le seul joueur qui à un moment a pu paraître un petit peu. Non, mais au début, moi je me suis dit la Tanzanie va être regroupée derrière, va attendre, etc. Il faut chipoter, mais s'il faut essayer de trouver des points négatifs, mais globalement. C'est parce qu'on est exigeant. Évidemment que globalement, il n'y a quasiment rien à dire. Alors, on va trouver des points positifs parce que Samy, sinon il va. Non, pas du tout. Non, mais il y en a plein, bien sûr, qu'on voulait évoquer. Et moi, c'est vrai que je voulais parler de ce milieu Amrabat, Amala et Ounahi et surtout se concentrer sur le Marseillais qui. On rappelle que ça avait été un petit peu sa Coupe du Monde, hein. Ounahi déjà l'an dernier au Qatar. Là, c'est vrai qu'Hugo, il a encore fait une prestation cet après-midi. C'est un petit... Enfin, je dirais pas que c'est un autre homme quand il est avec le maillot du Maroc, mais je trouve quand même que dans l'utilisation, on voit un joueur encore plus intéressant qu'on peut le voir par séquence à l'OM. Et en petit aparté, il y avait une interview diffusée en avant-match sur Bein Sport. Où il explique que déjà quand ça lui fait du bien de porter le maillot du Maroc parce qu'il y a eu des soucis déjà au début de saison à l'OM, il n'était pas aligné à son poste. On se rappelle avec Marcelinho, il disait qu'il avait perdu son meilleur ami qui lui a fait du mal, et il disait que parfois les gens jugent les joueurs à travers les matchs en disant lui il est nul, il réussit pas une passe, il marque pas un but, mais on sait pas ce qu'il y a derrière le joueur. Donc voilà, c'était important de préciser quand même qu'il a vécu des choses. Et là clairement on a vu le joueur qu'on a adoré à Angers qui est très bon à l'OM. C'est un joueur qui est capable de se projeter entre les lignes, qui a une très bonne qualité de passe, qui peut enchaîner. On l'a vu sur son but où il est capable de jouer en 1-2 avec Amin Adli. Il a la qualité technique ensuite pour se mettre dans le bon sens et placer son ballon. C'est lui qui a la plus grosse activité. C'est lui d'ailleurs je crois que c'est le joueur qui a dû subir le plus de fautes côté marocain parce qu'il en a pris des coups. Franchement, aujourd'hui, c'est bien qu'il soit sur ces 2 joueurs parce qu'il faisait mal. Non, mais clairement, il s'est très bien entendu entre les lignes avec Hakimi qui est rentré beaucoup intérieur, Ziyech qui dézonnait pour lui laisser la place à rentrer. Clairement, je suis content de voir un Ounahi à ce niveau-là.
pour l'OM qui le récupérera en bonne forme pour la suite des événements, mais pour le Maroc surtout, et il confirme son statut en sélection. Oui, après, pour ce qui est de... C'est lui qui va chercher l'expulsion, hein, enfin... Oui, après il y avait déjà eu 3 fautes, mais c'est vrai qu'à un moment le tac, même s'il retient. Le Tanzanien va la chercher toute seule, c'est lui qui la provoque parce que c'est vrai qu'Unai au Maroc, il n'a pas cherché grand-chose. Unai au Maroc, il est quand même installé maintenant depuis même avant la Coupe du Monde. Hein. C'est quand même un joueur aussi qui. Il met doublé contre la RDC déjà. Exactement, c'est un joueur maintenant il a gagné en confiance. En fait, il a acquis cette confiance avec le Maroc et ça bouge pas. Le sélectionneur lui donne, les sélectionneurs lui ont donné et ça aide, je pense aussi à son bien-être et à son épanouissement sur le terrain. Pour ce qui est de Marseille, faut comprendre aussi qu'il a fallu gérer l'arrivée dans un grand club, puisque l'OM est un grand club français, un nouveau public. Tu l'as dit, il a eu des problèmes perso, il a aussi peut-être fréquenté quelques personnes par-ci par-là de télé-réalité, ça l'a un petit peu fait. T'as des infos à nous donner? Non, mais je sais qu'il a eu... Si on balance des phrases. Non, mais c'était, vous pouvez regarder, vous vous renseignez. Il a eu une petite copine qui n'était pas forcément. Qui sortait d'une émission de télé-réalité. Qui sortait d'une émission de télé-réalité. Bon, vous verrez, c'est pas. Ne regardez pas. Je vais pas tout révéler, mais voilà. Si vous avez la. Tu veux dire qu'il était plus concentré trop sur le foot à un moment? Bah peut-être aussi entre ses problèmes personnels. Il arrive dans une plus grosse ville. Moi, je connais Angers. Je suis né à Angers. Je peux vous dire que quand on passe d'Angers à Marseille, il faut se mouiller la nuque. Je pense aussi qu'au niveau du salaire, à Angers, c'est pas un club qui va payer énormément ses joueurs. Hein. Je pense qu'il a facile quadruplé ou quintuplé son salaire. C'est des choses. Non, mais c'est des choses qui, je pense, font partie de la vie d'un footballeur qui est encore jeune. Il doit avoir 22 ans maintenant, il me semble. C'est un joueur encore très jeune. Et je pense qu'à l'OM, l'arrivée de Mehdi Benatia lui fera du bien. C'est quelque chose qui va participer à un meilleur rendement sur son terrain. Mais avec le Maroc, honnêtement, j'ai aucun souci. C'est très très rare les moments où il a déçu, même après le mondial. Hein. Je vous invite à regarder sa première mi-temps avec un orteil cassé contre le Brésil. C'est un joueur qui fournit masterclass sur masterclass contre le Burkina. Enfin. C'était dans le sens, moi je disais, en club, il n'est pas titulaire indiscutable à l'OM. Il a été blessé aussi. Là, ça y est, il commence à retrouver le groupe et à enchaîner avec Marseille avant de retrouver le Maroc. Mais voilà, c'est bien de le voir à un niveau comme ça, alors qu'il a eu des blessures et qu'il n'était pas dans. Mais même dans l'interview que tu cites, il parle du moment où il arrive en cours de saison. Chez Beansport, on rappelle. Chez Beansport, tout à fait. Il cite le moment où il arrive en cours de saison, et c'était Igor Tudor le coach. Même à ce moment-là, déjà, il jouait pas vraiment à son poste. Et puis, effectivement, il dit qu'en gros, comment dire. L'un des points de cassure de cette saison, en tout cas de son début d'aventure à l'OM, c'est ce fameux match amical contre le Brésil où il fait déjà une masterclass et il se blesse et je crois qu'il avait déjà un petit problème à l'orteil. Il joue blessé. Il joue blessé. Il aggrave son problème et donc fin de saison. Et après, attention, on n'est pas là pour essayer de trouver des circonstances atténuantes entre guillemets à son rendement en club ou quoi que ce soit, mais on essaie d'expliquer un environnement qui le favorise. Ou qui le défavorise dans un autre contexte. Et l'OM aujourd'hui, c'est pas forcément le meilleur endroit. On voit même aussi, on a vu avec Renan Lodi qui est arrivé, qui repart. Ils veulent. C'est instable. Ils vendent quand même assez facilement. Voilà, c'est un système. Mais même cet été, on entendait des rumeurs déjà à Unai en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, on entend encore des rumeurs. J'ai l'impression que tout le monde est vendable et que ça. Voilà, exactement. Il faut comprendre un truc avec Unai. C'est le genre de joueur qui marche à l'affect. Quand je dis c'est le genre de joueur qui marche à l'affect, ça ne veut pas dire que c'est entre guillemets un enfant capricieux à qui il faut donner la pleine confiance, la pleine responsabilité. Non, on explique juste que il y a des joueurs dans n'importe quel contexte qui peuvent émerger, ou en tout cas qui peuvent de leur propre initiative personnelle se montrer. Avec Unai, c'est encore un peu différent. Il peut le faire, parce qu'il l'a fait notamment en début de saison, le match à Reims, où il met ce superbe but, où il est aligné milieu-gauche avec notre ami Marcelino. Mais de manière globale, dans la durée, en tout cas, ça ne matchera pas si tu ne lui donnes pas des responsabilités, si tu ne lui fais pas comprendre que le jeu va passer en grande partie par lui. Et j'ai envie de dire qu'avec son agent qui devient directeur sportif, normalement ça. Tout va dans ce sens-là et en plus. Je pense que ça aide. Et le pire, c'est que si on lui donne ces responsabilités-là, il y a de très grandes chances pour que Unai le rende bien. En tout cas, en sélection, il le rend toujours bien. Il y a évidemment le match amical contre le Brésil. Il y a plein de matchs qu'on peut citer en sélection. Même il y a une Coupe du Monde déjà. Il y a une Coupe du Monde, mais ça, on va la mettre à part parce que entre guillemets, les gens vont te dire oui, mais c'est un contexte d'un mois, etc. De manière globale, les matchs de qualif, exactement. Même le premier match. On est bien placé pour savoir que le vécu en sélection. Le premier match de Cannes contre le Ghana en 2021, il me semble qu'il débarque en sélection. Unai, en tout cas, il débarque chez les A. Il fait un match très intéressant, donc voilà. Il s'est jamais caché. Il s'est jamais caché ce jour-là.
bon, on a parlé d'Ounahi, effectivement, qui a peut-être été, on va dire, le meilleur Marocain ce soir. Effectivement, même si on l'a dit, hein, c'est un collectif aussi qui a été performant. Moi, j'aimerais qu'on parle de l'attaque parce que c'est une attaque qui, pour Abdé, va falloir faire ses preuves aussi en sélection. Pour Ziyech, il y a toujours cette relation de je t'aime moi non plus qu'il faut clarifier avec la sélection. Et puis il y a En-Nesyri qui est l'homme efficace finalement, puisque il y a souvent des critiques sur En-Nesyri, que ce soit à Séville, au Maroc, mais globalement c'est un homme qui est là pour scorer. Et on le voit, hein, 6 tournois majeurs disputés avec le Maroc. Et il a marqué 6 fois. Ça, moi, je trouve ça extraordinaire. Le premier Marocain à marquer lors de 4 CAN différentes. Ouais, le premier Marocain à marquer lors de 4 CAN différentes. Tu rajoutes à ça 2 coupes. Qui doit avoir ne serait-ce que 26-27 ans, tu vois. Tu rajoutes 2 coupes du monde. Tu rajoutes 2 coupes du monde. Effectivement, c'est en termes de régularité. Du moins statistiquement, c'est pas mal. Parce qu'après, il y a des choses à dire. Est-ce que vous avez été rassuré par l'attaque du soir ? Les attaquants marocains, si je dis pas de bêtises, sont quasiment impliqués à chaque fois au moins sur un but ce soir, à part peut-être Abdé. Ouais, après pour Zalzouli, c'est pas forcément un joueur qui, oui, mais c'est pas un joueur qui sera partant. Je pense qu'il y a des il y a des choses qui se sont passées. Je pense que Adli est le titulaire du poste maintenant dans la tête de Regragui. Il a eu un décès avec la perte de sa mère. Donc forcément, il a rejoint le groupe tardivement. Forcément, ils l'ont mis un petit peu en retrait. Je pense que Bouffal même était devant, mais voilà, avec ses. Non, je parle dans l'esprit de Regragui. Je pense vraiment dans la hiérarchie. C'est ce que Regragui nous a dit sur Bouffal. Qu'il n'aurait pas été s'il avait dû convoquer que 23 joueurs. C'est ça. Je te dis juste que voilà, je sais que qu'il a dit ça. Je sais que tu sais, mais alors donne pas une info contraire. Je te dis pas ça. Je te dis que dans la tête, ne le sait pas en plus. Dans la tête de Regragui, pour moi, il partait avec Adli. Et si Bouffal était à 100% physiquement, il pouvait piquer la place. Bien sûr que oui. Je pense que dans la tête de Regragui, ça fait longtemps qu'il est dans le groupe. Il a eu quand même des opportunités, notamment en Coupe du Monde, et il a souvent déçu. Pour moi, aujourd'hui, je l'ai trouvé neutre globalement. Il a pas forcément. Je trouve qu'il a. Moi, je trouve pas. Il a fait des différences quand même. Moi, après, c'est mon avis. Après, ce que vous voulez. Tu avais pas non plus des foudres de guerre en face. Je trouve qu'il a pas fait forcément d'énormes différences comme il peut parfois le faire avec son club du Betis. Maintenant, je suis convaincu que sur les autres rencontres, c'est pas forcément le nom qui ressortira en premier. Je parlais juste pour le côté. Après, le reste, En-Nesyri et Ziyech, vous pouvez signer maintenant, c'est partant sûr jusqu'à la fin de la compétition. Ça, il y a pas de. C'est des joueurs qui vont répondre présent. Mais avec un match en plus qui est pour eux plutôt rassurant. Bien sûr, bah oui. Après pour Ziyech, c'est pas un grand match, on l'a pas ni de l'un ni de l'autre, hein, on va pas se mentir. De toute façon, En-Nesyri, mais comme globalement, Ziyech est décisif sur le coup franc. Mais comme globalement, l'équipe du Maroc, c'est ce qu'on disait. Ils ont fait ce qu'il fallait. Faire ce qu'il fallait, c'est pas forcément fournir un grand match. Une compétition, c'est long. C'est quoi ? C'est 7 matchs. Il reste du temps. Et ce qu'ils ont fait, c'est là aussi ce qu'on disait, c'était parfait parce que ils se sont pas donnés non plus à 100%, mais ils ont fait ce qu'il fallait. Ziyech, on l'a vu dans ce qu'il nous avait montré à la Coupe du Monde, c'est-à-dire que il est partout. Franchement, c'est impressionnant. Il est partout. Il est à la création. Il récupère les ballons. Il incite quand même beaucoup de choses dans cette équipe. Il est au départ et à la finition. Il a moins de pression, moi, je trouve, depuis tout ce qui s'est passé. Son statut en club a changé déjà. Même son statut en sélection. Et puis aussi, je pense que ça s'est étoffé autour de lui. C'est ça. Il n'y a plus que lui. Ça dépend plus. Il a vu popper des talents quand même. Avant, on regardait le Maroc de Ziyech, encore la Coupe du Monde de la CAN 2019, par exemple. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on regarde le Maroc et pendant les matchs du Maroc, on se dit ah oui, c'est vrai qu'il y a Ziyech aussi. Oui, tu te dis pas c'est le Maroc de Ziyech. Moi, c'est un joueur. Et bizarrement, c'est là où je trouve Ziyech plus intéressant. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il se donne maintenant à 100% et parce que il sait ce qu'il y a derrière. Quand on peut se permettre de mettre Harit, Adli ou même Saïbari sur le banc, quand on voit ce qu'ils produisent cette saison, que ce soit en Ligue des Champions ou dans leurs championnats respectifs, je pense que Ziyech le voit aussi. Et s'il veut rester un indispensable en équipe du Maroc, il doit agir de manière altruiste parce que pour moi, sa façon de jouer aujourd'hui, elle est altruiste. Mais en fait, il y a plusieurs choses sur lesquelles il faudrait revenir si on parle de l'attaque. Déjà, la première chose, évidemment, il y a une concurrence qui fait que ça influe sur le rendement des titulaires, forcément. Ça stimule. Ça stimule, exactement. Et puis, tu sais par rapport à Bouffal, il faut savoir qu'il revient de sélection, il n'était plus dans la liste depuis un moment. Et Regragui, moi, là où je suis d'accord avec Samy, c'est qu'il raisonne un peu comme Deschamps. C'est-à-dire, Deschamps, ça lui arrivait de prendre, le réserviste à la dernière minute, et qu'au final, il compte sur lui, et qu'au final, ce joueur-là prend une place plus importante que ce qu'il était censé avoir. Tu vois, comme typiquement Umtiti à l'Euro
récemment, Dissasi aussi l'a fait. Voilà, exactement, tu vois. Donc, après, Dissasi, il restait remplaçant tout le. Oui, mais il l'a mis parfois par rapport à d'autres. Oui, par rapport à Pavard qui avait. Voilà, donc en cours de compétition, c'est là où c'est vrai qu'il a un point en commun avec Deschamps, c'est qu'en cours de compétition, Regragui, il peut switcher sur la hiérarchie des statuts qu'il a dans son esprit. Après, deuxième chose, par rapport à Abdé, moi je te trouve quand même un petit peu dur parce que le jeu, si tu regardes bien, et depuis le début de Regragui en sélection, il penche énormément à droite. Ce qui fait que tu as beaucoup moins de spots à négocier côté gauche. Et le peu de. Enfin, je ne vais pas dire le peu de ballons qu'il a eu, puisqu'il a eu quand même des ballons. Mais les quelques ballons qu'il a eu, je trouve qu'il les a plutôt bien exploités. Et lui, qu'est-ce qu'on lui demande? Il n'a pas fait grand-chose. On lui demande. Non, mais nous, on demande de varier les options. Il n'a pas fait de centre. Il n'a pas fait. Si, en première mi-temps. Aujourd'hui, il y a une action. Le joueur, il fait un centre de retrait. Il crée quasiment aucun danger aujourd'hui. C'est une réalité. Après, il est dans. Vas-y, non, mais je dis pas qu'aujourd'hui c'est suffisant pour prétendre. Et j'aime beaucoup Zezouli, attention. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais je dis pas qu'aujourd'hui c'est suffisant pour prétendre à une place de titulaire de manière garantie en sélection. Adli a plus montré que lui en 15 minutes. Oui, parce que Adli c'est un profil différent. Mais tu vois, là, Abdé, là où moi je l'ai trouvé intéressant, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fallait faire pour déséquilibrer le bloc dans un IA? C'est varier les offensives, ne pas s'enfermer que sur les circuits à droite. T'avais un circuit préférentiel où ça combinait, où Hakimi était un latéral inversé, il prenait l'axe, où Naï combinait avec Ziyech et Ziyech était le long de la ligne. Et t'avais, pour varier, pour changer d'attaque, t'avais un circuit où, là c'était Abdé, où il a le profil pour faire la différence en 1 contre 1. Après, effectivement, je trouve qu'Adli a fait une meilleure entrée que lui, mais globalement, j'ai trouvé ça encourageant. Après, pour terminer, sur le cas Enesiri, moi je trouve qu'on n'en parle pas assez, parce que oui, moi, je vais être honnête avec vous, c'est pas l'attaquant c'est pas le type de joueur que j'aime de par son jeu, etc. Son esthétisme. Voilà, son esthétisme, exactement. C'est pas un joueur élégant, on va pas se mentir. Mais par contre, pourquoi j'apprécie Enesiri depuis son arrivée en sélection? Parce qu'il s'est donné dès le départ d'entrée. Il faut savoir qu'à la CAN 2017, il joue dans un 5-4-1, il joue ailier gauche, tu vois, c'était pas vraiment à son poste. Il marque à la CAN 2017. Coupe du Monde 2018, il est pas pris d'entrée, il me semble. Il remplace Bader Benoun à la dernière minute. Il est appelé par Hervé Renard. Il n'est pas du tout dans les plans. Il rentre en cours de match contre l'Espagne. Il marque. La CAN 2019, il marque 2 buts et un but important. Il égalise contre le Bénin. Même si tu gagnes pas, tu vas quand même au tir au but et tu perds pas 1-0. Tu vois ce que je veux dire? C'est un joueur qui. C'est un soldat indispensable. Le tir au but, ça peut revivre sur la chaîne du Club des 5 d'ailleurs. Et moi, je suis le premier. Attention, dans un inside incroyable. Moi, je suis le premier. Pour être tout à fait cohérent, je suis le premier à demander des numéros 9 aujourd'hui, puisque c'est le football moderne, un minimum autosuffisant, en tout cas, qui savent combiner un minimum. C'est vrai qu'il a énormément de défauts là-dessus, mais il compense tellement sur le reste qu'on lui pardonne, entre guillemets, ces erreurs-là. Même aujourd'hui, il ne fait pas un bon match. Mais c'est un rôle ingrat qu'il a eu aujourd'hui. C'est un rôle ingrat. Tu regardes même la Coupe du Monde 2022, dans le repli sans ballon, il a été d'une importance capitale. Et aujourd'hui, il a malgré son rôle ingrat, encore une fois, c'est 8 buts en 19 matchs dans ses compétitions. C'est aujourd'hui, pour un attaquant de sélection. Bien sûr, je ne sais pas si on s'en rend compte. Exactement. Aujourd'hui, pour terminer là-dessus, il faut dire une chose, le Maroc, dans son histoire, a eu... C'est vrai que les équipes maghrébines, de manière générale, ils ne sont pas connus pour avoir des numéros 9 tueurs, mais le Maroc, dans son histoire, a quand même eu des Camacho, des Chamak, des Bassir, etc. Et moi, je suis désolé, si on compare à ce que fait Enesiri aujourd'hui, c'est un personnage central dans l'histoire du foot marocain, en tout cas à ce poste-là. Et il faut souligner, parce qu'on n'en parle pas assez pour moi, à mon goût. C'est vrai. Et encore jeune, et un attaquant qu'on parfois par rapport à ses performances, comme tu l'as dit, son côté qui peut avoir un peu brouillon à certains moments, et aussi ce côté frustrant qu'il a quand tu regardes le joueur, parce que c'est un joueur que tu as bien envie d'aimer, mais qui parfois te sort des matchs quand même où tu as envie de te tirer les cheveux. Il fait penser un petit peu en parallèle aussi à Giroud en France, à un moment donné, parce qu'il a été beaucoup... Non, je parle je vois ce que tu veux dire, pas dans le jeu, les amis. Calmez-vous, pas dans le jeu. Dans le regard qu'on les suit. Voilà, je parle de la place du joueur au pays. Ça me fait penser un peu à ça. C'est vrai qu'on rêverait, sauf que lui, il n'a pas de concurrent de qualité. En France, Giroud en avait. Giroud El Kabenouebe, et lui, El Kabinouebe, non. Oui, bon, non, mais voilà, c'est que voilà. Mais c'est vrai qu'au Maroc, justement, on a cette du monde, tout le monde le plaçait sortant du 11 du pour El Kabi, notamment à certains signes. Oui, mais parce que non, c'est en 2018. Parce que les Marocains, oui, bien sûr, dans leur imaginaire, ils voudraient un joueur élégant, technique, qui fait de beaux gestes et marque de beaux buts. Mais Marouane Chamakh, quoi.
Non. Mais je t'invite à voir Bassir. Je pense que c'est un joueur que tu n'as pas connu. Si tu veux voir un très bon joueur de foot marocain, Salaheddine Bassir, moi c'était mon joueur préféré. 98, il marque. Il a joué à la Corogne. Il marque contre l'Écosse. Il est là avec le Maroc. On se fait voler. Salaheddine Bassir, il joue la Ligue des Champions avec Lille, avec le Lille de Johnny Ecker, de Dagui Bakari. Tu vois, je me sens con quand même parce que la Coupe du Monde 98, même si j'avais été très jeune, j'avais 3 ans, mais je me la suis refaite. On jouait à 2 attaquants, Hadda Camacho et Bassir. Avec derrière Chipo, Chiba, Hadji. Hadji jouait milieu droit. Mais voilà, bref. On s'emballe. Mais c'est intéressant quand même de voir aussi où vous situez Nessiri aujourd'hui. C'est laborieux, mais c'est un soldat et c'est des joueurs. C'est des bijoux pour un sélectionneur. Un joueur, tu sais que tu peux compter sur lui dans les compétitions internationales, là où ça compte. Nessiri l'a prouvé. Tu l'as dit tout à l'heure avec la stat folle de 4 cannes de suite où tu marques. Et ça fait 20 buts en 67 sélections. C'est un joueur fiable. 4 cannes, c'est vrai que. Et surtout 6 compétitions internationales. Je pense que c'est pas fini. Je pense qu'il peut être un potentiel meilleur buteur de la compétition. La CAN a un rythme un peu plus rapproché que d'autres compétitions continentales, mais des buteurs qui marquent dans 4 CAN différentes, c'est compliqué. Vraiment, faut de suite en plus, c'est différent. Non mais c'est ça. C'est vrai, vraiment. Dans un pays. Surtout les scores quand même. Je pense à certains très gros attaquants. C'est jamais des gros scores, que ce soit des matchs de poule ou les. Non mais c'est pour ça que je te dis. Je pense à certains très grands noms du foot africain. Je me demande s'ils ont marqué 4 buts dans 4 CAN consécutives. Je pense qu'Eto'o, oui. Je pense que Drogba, oui. Je sais pas, la CAN où la Côte d'Ivoire sort. Il y a une CAN où la Côte d'Ivoire sort en poule entre le titre et parce que le titre il est pas là. Mais il me semble. 2017 ils sortent en poule déjà. Celle où ils sont 3 dans la poule, je crois, parce que les Angolais. Le Togo qui est pas là. Le Togo, pardon. Donc en 2010. 2010 en Angola. Peut-être. Et la Côte d'Ivoire sort en 2010. Mais non, 2010 c'est pas finale. C'est Égypte. Non, ils sortent contre l'Algérie en quart, la Côte d'Ivoire. En 2010 ? Ouais. Avec le but. C'est Égypte-Cameroun en finale en 2010 ? Non, c'est Égypte-Ghana. Égypte-Ghana. Non, mais tu sais, pour rebondir juste très rapidement là-dessus, surtout, Sam, il faut situer le contexte marocain. Encore une fois, l'équipe du Maroc, dans son histoire, elle n'est pas réputée pour former des grands numéros 9. Et on parle de 4 CAN, mais surtout, il faut reprendre toutes les compétitions internationales. C'est-à-dire que la stat, là où elle est encore plus folle, c'est que depuis son arrivée en sélection, sur toutes les compétitions internationales qu'a disputé le Maroc, il n'y en a aucune où il n'a pas marqué au moins un but. Tu vois ce que je veux dire ? Ça situe quand même le bonhomme. Après, encore une fois, effectivement, dans le regard des supporters marocains, il est parfois mal aimé, parfois critiqué à juste titre, mais il répond toujours présent et surtout, il a une force d'auto-persuasion, c'est-à-dire qu'en dépit de tous ses défauts dans le jeu, en dépit de certaines performances où il va passer à côté, il va continuer à faire les appels, il va continuer à faire le travail ingrat et il va continuer à se montrer pour essayer de marquer son but. Et moi, je dis chapeau, franchement chapeau. C'était un chauve Sabir ou pas ? Comment ? C'était un chauve Sabir ou pas ? Saber. Non, Bassir, tu veux dire. Bassir, pardon. Non, cheveux mi-longs. Ah ouais. Non, il avait les cheveux bouclés. Parce que ça m'intrigue vraiment. Mais tu connais pas Salaheddine Bassir ? C'est pour ça, je me dis comment j'ai. On ira voir après. Attends, il se faisait des grands. Il y avait des passes de Jason Boutwal qui faisait. C'était ouf cette époque. Avec le lit de Pascal Sigan. Pascal Sigan. Ouais, Lille en Ligue des Champions. Et il a marqué en Ligue des Champions contre Dortmund, je me rappelle. Non, ça, je me rappelle pas. C'était magnifique. L'époque où tu suivais le foot. L'époque où je suivais le foot. J'étais petit, j'avais rien d'autre à faire. Continuons, on termine plutôt ce temps additionnel sur le Maroc. Bien sûr, avec, on va dire, la conclusion un peu de cette première journée, au-delà du premier match, première journée, parce qu'il y a quand même ce sentiment, Hugo, qu'ils ont envoyé un petit message et qu'avec le Sénégal, peut-être la Côte d'Ivoire, Samy en parlait tout à l'heure, on est sur un trio d'équipes les plus séduisantes. Et si on doit faire un choix. Peut-être que, bon, aussi parce que le Sénégal, on n'a pas vu la moitié du match, mais peut-être que le Maroc est l'équipe qui a fait la plus forte impression. Oui, quand même, Côte d'Ivoire, il est en train de te montrer en ce moment même les. Désolé, je voulais le dire à ceux qui écoutent, mais. La tête comme ça me dit quelque chose quand je repense au top but de la Coupe du Monde 98. Mais il y a une belle reprise de voix. Une chanson au Maroc qu'on lui jouait, c'était Basser, oh. Et dans le stade, ça résonnait, c'était extraordinaire. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont eu des chansons personnalisées. Et t'allais chanter toi en 98 ? Je chantais de fou, mais tu sais que c'est fou. Il a ouvert des trucs de photos, Basser photo, Basser machin. Non, mais c'est un personnage connu. On dirait un Brésilien. C'est un personnage connu. T'as vu, non, mais c'est un personnage qui a marqué parce que vraiment, regarde des highlights. Il était petit, c'était un autre football, attention. Petit, c'était un peu genre à la Saviola, mais technique, vif.
Belle impression. Je peux continuer Belle impression en 98, l'impression en 2024 du coup. Je te laissais quand même voilà, pour préciser. Non mais il est content, ça lui fait plaisir. Mais évidemment que dans 2 semaines en 8e de finale, il fera la gueule. Donc profitons-en. Profitez justement voilà, on a un Samy euphorique. Il a que 2 éditions dans cette gamme. Vous n'avez pas appris après 2022, vous voulez pas apprendre, ils veulent pas apprendre. Non, mais évidemment que la Côte d'Ivoire en pays hôte est l'un des favoris, et, même si évidemment ils ont subi plus d'occasions, c'était un match un peu plus relevé que le Maroc. A montré des choses et aurait pu concéder un but au moins. Le Maroc a fait bonne impression d'un point de vue, qu'on a dit collectif, d'un point de vue individualité aussi, au-delà de ça, parce qu'on en a parlé de certaines individualités, mais il y a des joueurs sur le banc, on en parlait, la possibilité, parce que t'es pas à l'abri de... Voilà, on sait que les matchs sont rudes, on l'a vu aujourd'hui, tu as vu le nombre de tacles qu'ils ont pris, tu peux très bien voir Eze Abdé d'ailleurs, il se plaint à une douleur à la cheville à la fin, donc il peut ne pas pouvoir jouer et commencer sur le banc et peut-être quand tu vois la compo, le banc, tu dis contre la RDC quand on voit le Tunisien, c'est hier, il se fait les ligaments sur ouais, c'est hier. Ouais. Donc l'importance d'avoir un banc de qualité, un effectif pléthorique comme a le Maroc. Pour les gens qui nous regardent, on tourne le mercredi, c'est pour ça. Voilà. Contre la Namibie. Voilà. Donc important d'avoir ces solutions-là, et je pense que Regragui, de ce côté-là, d'un point de vue du résultat, au-delà de ça, il est rassuré aussi par l'effectif et la qualité de son groupe, parce que Amin Hadi, on en a parlé, a fait une très bonne rentrée. Mais je suis d'accord avec Abdel, Eze Abdé t'apporte d'autres choses, parce que Ziyech aime beaucoup avoir le ballon, le toucher plusieurs fois, alors que Eze Abdé aime prendre la profondeur, c'est jouer le 1 contre 1, l'élimination. D'ailleurs, t'as pas voulu parler de ses occasions parce que lui n'en a pas eu, mais à un moment il est dans la surface. Je connais pas Eze Abdé déjà, donc je. Abdé et Zalzouli, mais on dit Eze Abdé aussi en Espagne. Donc je peux dire les deux. Tu as déjà entendu Abdé au Maroc? Pas au Maroc. Mais après, je joue en Europe. Non, mais c'est en Espagne. Après, moi, je l'appelle Abdé. Je regarde les matchs de ma sélection sur les chaînes marocaines, ce qui est logique, tu vois. Et j'ai jamais entendu Abdé. Non, c'est typiquement espagnol. Bon, je sais pas, je l'entends parce que quand Benjamin da Silva et Omar da Fonseca le commentent. En vrai, c'est très bien qu'il est plus espagnol que marocain, arrête ça. Bon, Abdé a une grosse occasion dans la surface. À un moment, il fait crochet droit, crochet gauche et il enchaîne. Dommage qu'il manque un peu de lucidité pour mettre sa frappe. Mais il a été très intéressant. Il apportera une variété dans les attaques du Maroc que d'avoir beaucoup de joueurs. Parce qu'on l'a souvent dit qu'ils avaient beaucoup de joueurs de ballon. Des fois, ça tâtonnait. Mais à un moment, parce que tu peux pas faire la même chose à gauche que ce que tu fais à droite. Et c'est ça. Et c'est pour ça qu'il a été intéressant de ce point de vue-là. Mais pour revenir à la question initiale, Sam, évidemment qu'il fallait réussir ce premier match. Ils ont envoyé un message. Maintenant, le deuxième sera d'un autre acabit parce que la RDC n'est pas la Tanzanie. Il faudra confirmer sur ce deuxième match pour continuer dans la régularité, concerner tout le monde. Et on l'a dit, pour gagner aussi une CAN, il faut avoir un banc concerné. C'est pas que 11 joueurs. Il faut avoir des joueurs qui font la différence. C'était le cas aujourd'hui. Et on a retrouvé évidemment, on n'a pas parlé, mais c'était la Tanzanie, donc c'est difficile de dire, mais la solidité défensive du Maroc, je pense, qui est quand même l'un de leurs points forts. Et on l'a vu pendant la Coupe du Monde, notamment pour parler de la Coupe du Monde 2022, sera un gros avantage. Tanzanie ou pas, c'est important encore une fois Et d'ailleurs, le capitaine Romain Saïs en a parlé à la fin en disant on a fait un clean sheet aussi, c'est important de le dire. Voilà. On sentait que ça lui tenait à cœur. Samy, qui l'a plu pour aller un petit peu aussi dans le sens de ce que disait Hugo, par rapport à un Sénégal où je mets la Côte d'Ivoire un peu de côté, notamment parce que personnellement je trouve que c'est un favori un peu fabriqué parce qu'il joue à la maison, mais globalement, quand je vois le Sénégal et le Maroc et la Côte d'Ivoire, ils jouent quand même pas dans la même catégorie pour le moment. Tout peut se passer sur une CAN. Bien sûr. Voilà. Quand je vois par rapport au Sénégal, je me dis qu'effectivement ce groupe du Maroc, en plus d'avoir fait une très belle prestation comme les Lions de la Teranga, il y a aussi ce côté, j'ai envie un peu plus de faire confiance au groupe marocain. Je me dis que ça a l'air un peu plus solide, un peu plus étoffé. Parce que déjà on peut me dire aussi que la Gambie c'est beaucoup plus fort que la Tanzanie, ce qui est vrai. Hein. La Gambie a beaucoup plus de faits. Et scénario un peu similaire, les deux ont été réduits à 10, etc. Il n'y a pas de problème, ça on peut l'entendre et tout. Moi c'est vrai, c'est sur l'impression collective, la maîtrise. Parce que le Sénégal, de toute façon, on les connaît, même quand ils ont gagné, il n'y a jamais vraiment une maîtrise collective. Ils ont beaucoup de fortes individualités. Ils gagnent à l'UCC. Hein. Voilà, exactement. Enfin, je veux dire, on va pas nous inventer un Guardiola à l'UCC. Ça n'a jamais été un Sénégal. Que tu peux maîtriser sans être. Oui, mais en tout cas, alors à ce moment-là, c'est pas un Sénégal qui est imprimé par le jeu, qui a imprimé en tout cas ses victoires, qui gagnait par le jeu. Ça, c'était quand même quelque chose. Donc, on a reconnu un Sénégal solide, costaud comme on le connaît, voilà, qui maîtrise son sujet parce que voilà, c'est le tenant du titre. Mais je trouve que dans l'impression collective, dans la qualité technique entre les joueurs, il y avait quand même eu peu d'erreurs globalement. J'ai pas vu d'équipe qui a produit ce qu'a produit le Maroc. Alors bien sûr que oui, c'était la Tanzanie, mais voilà, il y a aussi le côté pression parce que le Maroc était attendu, même si voilà, en début d'émission je disais que il y avait eu quand même un petit peu de défiance vis-à-vis du Maroc parce qu'on voulait les attendre. Mais justement cette défiance, je pense que ça a rajouté un peu de pression
attention cette équipe marocaine parce qu'on se disait voilà attention l'Afrique c'est pas la même chose, c'est pas pareil, on verra, voilà, c'est toujours la même chose et je trouve qu'ils ont pas que les poncifs la manière je pense que le monde évolue en 2024 c'est plus la même chose. Moi personnellement je le vois aussi. Performer à une Coupe du Monde n'est pas forcément je sais mais ce que je veux te dire c'est que ce que je veux dire c'est que on grossit le trait. La différence entre la CAN et la Coupe du Monde qu'il pouvait y avoir dans les années 2000 n'est plus forcément la même aujourd'hui. Je trouve que le gap s'est resserré. Voilà, c'est juste moi, c'est mon avis. Sur cette CAN-là, je suis d'accord avec toi. Oui, mais même il y a 2 ans au Maroc et il y a 2 ans au Cameroun et les infrastructures, je suis moins d'accord. Et puis je pense que celle de 2025, elle sera encore plus sympa. Elle serait pas Maroc par hasard la CAN 2025 Peut-être. Vous êtes tous invités, les amis. mais voilà, pour dire que pour la Coupe du Monde 2030 aussi, on sera invité. Bien sûr, on sera là. Mais surtout que la finale est à Casa selon Samy. Tu verras, on en reparlera. D'un point de vue infrastructure, on a un président et un stade de 110 000 places qui arrive. Tu verras. Bref, c'est pas le sujet. Mais voilà, je trouve que sur globalement, voilà, et toutes ces choses mises à bout. On se rend compte que c'est plutôt une prestation très solide et c'est vrai qu'avec le Sénégal un petit peu en deçà, je pense que le Maroc a fait la meilleure prestation de cette CAN. Abdel, c'est un vrai message qui est envoyé par les hommes de Regragui. On se souvient de sa conférence de presse la semaine dernière où il disait, je crois que c'est toi Hugo qui l'a rappelé en début d'émission, avant d'être les rois du monde, il s'était peut-être un peu emballé l'an dernier, qu'il arrivait en outsider, qu'il fallait prouver sur ce continent. On a l'impression quand même que c'est un premier match qui sans vouloir porter la poisse au Maroc ni faire d'analogie, mais moi ça me rappelle un peu le Sénégal de la UCC il y a 2 ans, c'est-à-dire, même si ça avait été loin d'être aussi bon comme entame de la part du Sénégal, mais de savoir que tu es quand même en mission pour aller la gagner cette fois-ci. T'as pas le choix. J'ai envie de dire, sur les rails du succès, le train Maroc est sur de bons rails, si tu vois ce que je veux dire. Mais après, sur le reste, on est obligé, entre guillemets, de rester prudent parce que forcément, là, aujourd'hui... On est factuel là-dessus, on est limite dithyrambique par moment, parce que je sais qu'après, si jamais ça se passe pas bien, on va nous ressortir les moments où on dit mais regardez ce que vous disiez, etc. sur le Maroc. Non, aujourd'hui... Ça après c'est ton boulot, hein. ça arrivera on gère pas les après-émissions. Non, mais pourquoi je dis ça? Parce que malgré tout, aujourd'hui on est obligé d'être factuel, et la vérité est que, même en étant ultra objectif, la meilleure impression laissée sur cette première journée, en tout cas dans les grosses équipes parmi les favoris, la meilleure impression laissée est celle qui a été laissée par le Maroc, et à tout niveau. Trouvez-moi un but aussi maîtrisé que le deuxième but marocain avec Ounahi. Techniquement, j'ai pas vu ça depuis le début de la CAN. Tu regardes dans les circuits de jeu, tu regardes sur le score, sur l'écart de but, tu regardes sur la maîtrise avec et sans ballon, tu regardes sur le secteur défensif, sur le secteur offensif, parce que effectivement le secteur défensif c'était une grosse force de base du Maroc, mais aujourd'hui avec l'arrivée de nouveaux binationaux, avec cette émulation sur le secteur offensif et même au milieu de terrain où il y a de plus en plus de concurrence. On est même meilleur défensivement parce que les backups maintenant c'est Abdelhamid qui est performant en Ligue 1 et Chadi Riyad qui sera la prochaine pépite marocaine, je pense. Très très loin avec le Betis. Avec le Betis qui s'est imposé en tant que titulaire. Donc attention. Non, mais totalement. La qualité est à toutes les lignes. Aujourd'hui, de toute façon, quoi qu'il arrive, si on fait le constat sur cette première journée, aujourd'hui, moi j'estime qu'il n'y a pas photo. Et de toute façon, je l'avais dit, je ne sais pas si tu te rappelles, l'émission juste après la Coupe du Monde où on disait et l'après, qu'est-ce qui va se passer entre guillemets. Moi j'avais dit que, déjà à l'époque, au lendemain de la Coupe du Monde, j'avais dit que normalement, moi j'estime que de par tous les éléments qu'on a cités, la fédération, l'effectif, la performance en Coupe du Monde, tout ce que tu veux, moi j'estimais que vu le statut qu'avait acquis le Maroc, vu l'effectif, vu tout ce qu'on a dit, j'estimais qu'ils devaient au moins démontrer leur supériorité sur leurs adversaires. Aujourd'hui, sur ce premier match, ça a été le cas. Il n'y a rien à dire de plus, tout simplement. Le Maroc, donc, qui envoie un gros message pour démarrer cette Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se joue en 2024. Merci le Covid d'avoir foutu le bordel pour 10 ans. Sur nos dates là. D'ailleurs, ils n'ont même pas changé. Non, mais ils auraient pu mettre 2024 quand même. Ils ont mis 2023. C'est l'édition 2023. Attention, c'est comme la Coupe d'Asie. Elle se joue en même temps, mais c'est l'édition 2023 aussi. Et ils écrivent quoi? Est-ce qu'ils ont refait les visuels? Parce que eux, non. Non, mais ça s'appelle. Comme le Sénégal n'a pas gagné la CAN 2022, mais la CAN 2021. Voilà, l'Euro, c'est l'Euro 2020 aussi, je crois. Et l'Euro 2020, bien sûr, l'Italie a gagné l'Euro 2020. Moi, ça me perturbe toujours ces trucs-là. Ouais, non, ils ont foutu le bordel. Ce qui me perturbe, c'est que l'Italie a gagné plutôt. C'est vrai aussi. C'est pas possible, toi. Bonne réponse, salut, moi je t'habille. Mais elle n'est pas terminée pour autant, cette émission, parce que oui,
dorénavant, pendant cette CAN, du moins, petite parenthèse d'1 mois, l'instant au tableau by Winamax de notre partenaire historique est présent dans les temps additionnels. Lui aussi, il pousse un petit peu, voilà, il pousse un petit peu pour terminer. C'est les prolongations même qu'on joue avec au tableau by Winamax. 10 minutes à trouver cette phrase, c'est long quand même. Juste avant, bien sûr, je vous rappelle que jouer comporte des risques, que si vous avez le moindre souci lié au jeu en ligne, si ce n'est pas un plaisir, un loisir avec des amis, avec vous-même, vous pouvez appeler le numéro qui s'affiche en bas de votre écran pour pouvoir contacter des personnes qui vous conseilleront et vous permettront de lutter contre cette addiction. Voilà pour le petit rappel. Juste avant de démarrer, je vous rappelle aussi les règles du haut tableau. Alors, règle un peu spéciale pendant la CAN. Déjà, on va pas voir le haut tableau aujourd'hui. Tant mieux pour toi, Hugo. De toute façon, on ne voit jamais. De toute façon, on t'aurait pas vu quand même. Juste au début, quand je suis à 0, tout le monde a fait un pari. Et après, je disparais. L'idée, c'est que vous allez pouvoir parier lors de chaque traditionnel sur le prochain match de l'équipe en question. C'est-à-dire que hier, on a fait l'Algérie. D'ailleurs, je vous remercie parce que les scores sont incroyables pour le coup sur le premier temps additionnel de l'Algérie avec un démarrage quasiment jamais vu sur la chaîne du Club des 5. Et la vidéo est sortie? Oui, alors pendant que le mercredi, elle est sortie à 5h, Samy. Donc c'est pour ça que je dis ça, mais c'est grave. Bienvenue au Club des 5. T'es au courant de l'émission là qui se tourne là, tu fais une brochure peut-être genre elle marche de ouf et tout. Ah ouais, déjà plusieurs dizaines de milliers de vues en quelques heures. Pareil sur l'Algérie, ça marche souvent. Bien. Ouais. Surtout quand il... Attention, vous allez déborder les deux. Non, j'ai rien dit moi. Non, mais surtout quand il performe pas forcément, c'est ça le truc. J'ai rien de mal. Mais nous, on est... Enfin, moi personnellement, je suis à fond derrière nos frères algériens. Hawa de fou. Non, vraiment. Ah ouais. Ah, ça pue le mensonge. Non, mais vraiment pas. Moi, je te jure que le Algérie, Angola, j'étais à fond. J'étais à fond, j'étais vraiment pour l'Algérie, j'étais content. T'as quand même débarqué d'Aredac avec un t-shirt Ganagay, quoi. Bon, non, c'est pas vrai ça. J'ai une émission. J'ai le drapeau de l'Algérie autour de mon cou après la victoire en 2019. Ça peut avoir j'ai été menacé. Mais je l'ai, ça existe. Tout ça pour dire, je sais même plus du coup. Ah oui, donc voilà. Donc hier, on a parié sur le prochain match d'Algérie, Algérie-Burkina, qui sera. On parie sur Ghana-Égypte. Sera samedi à 15h. Là, on va parier sur le prochain match du Maroc. C'est contre la RDC. Ce sera dimanche également à 15h. Ça va être un très très beau match. C'est pour ça que je me suis trompé tout à l'heure. J'ai dit le Maroc qui a joué à 17h. Qui a joué à 14h, j'ai confondu avec leur prochain match. Oui, ce sera à 15h, mais... non, mais parce qu'il y a une heure... On va y arriver. Pourquoi je dis 14h? Parce qu'il y a une heure de décalage avec la Côte d'Ivoire, donc heure française 15h, heure sur place locale 14h. Tout à fait. C'est important précise, parce que sinon on va me traiter de neuneu qui comprend rien. Oui, et puis en plus, il y a nos amis congolais qui s'amusent à publier des communiqués à 9h du matin pour dire que le match est retardé de 2 heures, alors que non. Donc c'est sûr qu'en termes d'horaire, ça aide pas pour avoir des repères. 15h. Donc, vous allez pouvoir pronostiquer le match entre le Maroc et le Congo, tout pari possible, bien sûr, du moment que c'est sur le site de Winamax. On va commencer avec Hugo. Allez. Hugo en quête de points. Alors franchement, là, je pense que ça peut passer. Alors, est-ce que le salut ne viendrait pas de la Coupe d'Afrique des Nations? Si, est-ce que le salut viendra grâce au Maroc? Très beau. Mes frères marocains. Ouais, fonce. Bon, très bien. J'ai un ami qui a eu des points sur 20-25 points en 2 ans. Il en a eu avec le Maroc, 18 ou 19 du Maroc. Ça Maroc, c'est une valeur sûre. Malheureusement, désolé pour Elton et sa RDC, mais le Maroc, multichance, 1-0, 2-0, 3-0 victoire dimanche. Cote à 2,30, je trouve ça pas mal. On a insisté tout à l'heure sur la solidité défensive du Maroc dans les grandes compétitions. Et puis, on l'a vu, ils sont capables de mettre 3 buts aussi dans ce premier match. Donc, on a vu le potentiel offensif du Maroc qui est en forme, qui est en feu, avec des possibilités sur le banc. Donc, voilà, 1-0, 2-0, 3-0. Je pense que c'est plutôt pas mal. 2-30. C'est une belle cote. Je sais pas si tu rentres dans le classement avec 2,30. Je pense que tu rentres dans le classement avec 2,30. Je l'ai pas vu depuis longtemps. Faudrait que je le regarderai quand vous le mettrez à jour. Je pense que le dernier a plus que 2,30. Faut voir. Parce que Moha, à un moment donné, nous a fait des cotes à 1,40 et je crois qu'il est dans le classement. Donc, j'ai un doute. Parce que c'est pour ça, mais je voulais pas non plus faire une dinguerie. Mais déjà, ce serait un grand pas pour toi, Hugo. Voilà. Parce que tu te rapprocherais du top 10. C'est déjà bien. T'imagines quand même. On prend les pronos les uns après les autres. Oui, mais bon, à un moment donné, tu sais, quand on est. J'ai confiance avec le Maroc. Je sais ce que c'est ne pas se voir dans le tableau de la première division. T'inquiète pas. Bon, après, je l'ai acquis depuis longtemps, le fait que j'étais plus dans la compétition. Tu sauras mais... pas de voir sur celui de la deuxième division, donc.
Allez, ton pari, Samy Mojtabi. Le Maroc remporte la rencontre par au moins 2 buts d'écart contre nos amis. D'accord, donc 2 buts d'écart au plus pour le Maroc. Ouais. C'est tout. Je trouve qu'elle est très basse la cote pour le. Elles sont toutes basses quasiment. Ouais, bah oui, 2,50. Avec le 3-0, tu parles. Avec le 3-0, ça les a forcés en tête. Si tu gardes en tête qu'il y a un an, tu leur as mis 4-1. Mais il y a un an, c'était un barrage de finale de participation. Que tu aurais pu même mettre plus. Donc il y avait vraiment un écart. À l'aller, ça avait été un peu plus. Ouais, mais à l'aller, c'était pas une pelouse. Donc tu jouais sur un City Stade, c'était compliqué. Mais au retour. Non, mais c'est vrai. Non, mais là, par contre, c'est la réalité. Au retour, sur des conditions neutres. Bah, excuse-moi, comment dire, le gap était monstrueux entre les deux équipes. Et heureusement qu'on n'a pas vu la RDC au mondial. Je suis désolé. Tant mieux pour le Maroc. Quoi. Voilà, donc minimum 2 buts d'écart. Tu vas te faire des ennemis, toi, pendant ce mois. On est ensemble, les léopards, de fou. Ça va être génialissime. Donc, franchement, 2,50, encore une fois, je la trouve un peu. Enfin, je trouve que pour le coup, alors même si la RDC, pour les avoir beaucoup vus en qualif, c'est pas génialissime. Non. Ils sont un peu passés ric-rac parce que derrière, il y avait Mauritanie, Gabon et Soudan qui n'étaient pas au niveau. Mais tu connais bien ce groupe avec le Gabon, toi. C'est encore le pareil. Dès que je supporte une équipe au foot, c'est le cirque par derrière. Il joue quand le Gabon, il joue demain. Il joue. Là, tu vois, j'ai envie de sortir de mes gonds. Je sais pas, j'ai envie de sortir du cadre. Il y a peut-être un groupe M ou un groupe N. Il y a une sélection qui va déclarer forfait. Là, j'ai 2-3 mots qui me montent, mais je peux pas les dire à l'antenne. Mais sache que je les pense très fort. Mais sache-le. Abdel, c'est à toi. Bah déjà je tiens à dire qu'est-ce que tu nous as sorti comme truc improbable? Je tiens à dire que la cote elle est juste légèrement au-dessus de celle de Samy et Hugo parce que voilà les cotes sont pas folles. Comme prono je vous propose Maroc marque dans les deux mi-temps, donc marque en première et en deuxième mi-temps. Ça a été le cas aujourd'hui. Et s'impose ou pas? Ou juste marque dans les deux mi-temps? Juste marque dans les deux mi-temps. Ok. Donc peu importe si le marque score. dans les deux mi-temps à mon avis je pense qu'ils en plus sont pas loin plus tranquille. Voilà, il y a le potentiel offensif pour. L'écart entre les deux équipes paraît quand même assez important. Ça paraît totalement probable. Et puis voilà, 2,70 ça reste au-dessus. Alors, franchement, elle est quand même un peu risquée, on va pas se mentir, parce qu'il faut que le Maroc marque dans les demi-temps, c'est qu'en phase de poule, c'est pas toujours évident. Oui, bien sûr. Mais ce qui est bien, c'est que tu te détaches du résultat. C'est-à-dire que peu importe le résultat, si le Maroc marque dans les demi-temps, tu passes. Exactement. Et ça, c'est important. Vu que vous allez perdre 3-2, ça peut être, ça peut être pas mal, quoi. Non, tu crois pas au 3-2 Non, pas du tout. Mais moi, tout à l'heure, j'ai pas entendu que tu voulais donner un score exact en plus, toi? 3-1, j'avais dit 3-1, mais non. 3-1, c'est combien? C'est exact, c'était à en tout cas, le 3-0, je l'avais aujourd'hui. Ah ouais, non, franchement, t'as bien fait de pas le mettre. 7. Ouais, c'était à 7. C'est pas cher payé. Ah ouais, mais le 3-0, je l'avais aujourd'hui. Ils leur doivent de l'argent, hein, Winamax, le Congo. Non, mais ça se passe comment, là? Parce que, franchement. Il me semble que j'ai vu ça. Attends, tu mets un score exact et la cote, elle est à 7, mais c'est pas possible. Oui, mais tu sors d'un 3-0 pour le Maroc, donc forcément, toutes les cotes, elles baissent. Ouais, franchement, je connais les cotes. Ce sera ça jusqu'à la fin de la compétition. Je trouve pour le coup que c'est assez rabaissant pour nos amis de la RDC qui sont jamais faciles à jouer en CAN. Alors, pas qu'ils sont favoris contre le Maroc, Samy, mais je dis que c'est jamais facile de jouer la RDC en CAN. Qu'est-ce que tu nous as sorti, toi, Sam? Ah non, moi, c'est la petite nouveauté, c'est que pour aller plus vite aussi dans les temps additionnels, je suis exempt de paris quand on sera 4. Mais quand on sera 3, voilà. Et donc c'est bien comme ça. On a fait beaucoup de digressions. Non, et puis surtout, comme je vais présenter toutes les émissions, ça évite qu'après, ouais, mais t'as un ratio meilleur que les notes, c'est pour ça que. Non, moi je te l'aurais sorti direct. Donc là, c'est vous face à votre destin, et papa revient dans un mois, et je suis sûr que je serai toujours 3e. Je suis pas inquiet. Déjà 3e, je suis déçu, parce que j'étais premier pendant longtemps, mais bon, la vie est faite ainsi. Merci à vous, les socios, en tout cas, d'avoir été avec nous. Vous commentez, bien sûr. Vous donnez tous vos avis, comme vous l'avez fait depuis hier, depuis toujours, sur les temps additionnels. Mais depuis hier, je vois qu'il y a énormément de commentaires sur le temps additionnel de l'Algérie. Vous réagissez au débat, vous donnez votre avis, vous continuez également le propos. Donc continuez, bien sûr, sous la chaîne du Club des 5. Un maximum de likes, de pouces bleus aussi, vu que vous êtes nombreux à nous regarder. Ça fait beaucoup de bien pour le référencement de la chaîne. Sachez-le, ça fait du bien à nos cœurs, bien évidemment. Ça nous aide, mais ça fait aussi beaucoup de bien à la chaîne pour son référencement. Donc à ce niveau-là, soyez généreux. Abonnez-vous bien sûr à tous nos réseaux sociaux pour être au courant de tous les prochains temps additionnels et autres contenus du Club des 5, parce que j'ai ouï dire qu'avec Amaury Cotin, on va aller se balader dans les prochains jours on va aller voir quelques supporters quelques supporters franciliens de la CAN. Donc je pense qu'en termes de communauté, on va avoir le choix.
et on risque de passer de très très bons moments. Donc abonnez-vous à tous les réseaux sociaux, c'est important. Merci à tous les trois, Samy Mochtabi, Hugo Capeller, Monsieur Abdelkissi d'avoir été avec nous. Merci aux équipes du Club des 5 qui ont préparé cette émission. On avait Amaury bien sûr qui était là aujourd'hui, Sébastien et Enrique qui ont préparé cette émission du soir. Passez une très bonne journée. Socios, merci d'avoir suivi cette vidéo et on vous dit à très vite sur la chaîne du Club des 5. Ciao. Salut tout le monde.